Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Sophie Audugé et Céline Pina. Il y aura 20 ans, dimanche, disparaissait Pierre Bourdieu. Nous sommes en compagnie de Gisèle Sapiro, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, directrice de recherche à l'Institut européen de sociologie et de sciences politiques et coordinatrice du dictionnaire international Bourdieu, publié chez CNRS Éditions, qui a rédigé tout un dossier pour les 20 ans de la disparition de Pierre Bourdieu dans l'Éléphant, la revue de culture générale, un dossier très intéressant. Gisèle Sapiro, bonsoir. Bonsoir. Pierre Bourdieu venait d'un milieu modeste avec un père facteur-receveur et une mère employée des postes. Pourtant, il est reçu à Normal Sup à 21 ans avant de devenir agrégé de philo à 24. Une de ses thèses les plus commentées est la reproduction des élites. Est-ce que, quand on voit les élèves des grandes écoles aujourd'hui, les choses n'ont pas empiré depuis la fin des 30 Glorieuses ? Oui, on peut dire qu'elles ont empiré tout à fait, parce que il y avait quand même un système qui essayait de préserver une certaine dose de méritocratie scolaire, donc de promotion des enfants des classes populaires. Aujourd'hui, il y a des programmes comme les classes ZEP, les classes réservées les pourcentages réservés aux ZEP, les quotas, mais en même temps, c'est un système qui est fortement orienté vers la reproduction sociale et socio-économique. Philippe Billiger. Gisèle Sapiro, bien sûr, j'ai entendu parler de Pierre Bourdieu et j'ai lu certains de ses livres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que durant des années, il a dominé la scène intellectuelle, qu'il a influencé énormément de gens et qu'à un moment donné, tout de même, il a été plus contesté? Quelle est la situation aujourd'hui? Oui, alors il a été contesté, on peut dire, dès le départ, parce que c'était des thèses fortes qui suscitaient des oppositions, des résistances. Il a dit que la sociologie a un effet de révélateur qui, sur le mode de fonctionnement de ce qui est dissimulé en fait dans les modes de domination sociale, et donc c'est ce qui suscite des résistances. On a vu dans la réception de la distinction déjà des résistances, et puis tout ce qu'il disait sur l'école évidemment heurtait un système qui était fondé sur l'idée qu'on pouvait promouvoir une démocratisation scolaire. Les contestations elles ont été moins d'ailleurs sur le plan théorique finalement, à part de contester l'idée même de domination, mais ce qui a été très fort en termes de polémique, c'était le moment où il s'est engagé en tant qu'intellectuel dans la grande tradition française des intellectuels de Zola, de Sartre. Il s'est engagé dans les années, au milieu des années 90. Il a toujours été évidemment engagé d'une certaine manière par sa sociologie même, mais ses prises de position contre le néolibéralisme ont suscité des attaques très très violentes, qui était aussi une manière de l'attaquer par la politique et d'essayer de discréditer ses thèses et sa sociologie en disant que c'était de l'idéologie. D'ailleurs, ça continue. En même temps, sa réception mondiale et le fait qu'il est devenu un sociologue classique, incontournable, c'est un des sociologues les plus cités au monde. Les traductions de ses ouvrages sont dans plus de 35 langues, plus de 40 pays, sont devenus des incontournables du canon sociologique, et donc c'est plus difficile de contester ces théories. Donc elles sont discutées avec des tentatives toujours de remettre en cause certaines notions, mais en même temps on voit que chaque génération, nouvelle génération d'étudiants est attirée et intéressée par ces thèses. Ces écrits. Voilà. Pardon. Céline Pina. Oui, c'est vrai qu'il a été très attaqué, d'ailleurs pas que en 95, avant aussi.
mais il n'était pas dépourvu de mordant et de capacité de réponse. Et effectivement, il a été violemment attaqué, c'est-à-dire attaqué parfois sur ce qu'il était plus que sur ce qu'il disait. Mais lui-même avait tendance aussi, dans un affrontement polémique, à attaquer à peu près au même niveau. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de violence, mais ses adversaires, il a su la leur renvoyer parfois de la même manière qu'il l'avait reçu, à la différence d'eux, lui est resté dans l'histoire. Je dirais Gisèle Sapiro. Il répondait, mais pas au même niveau, je pense. Il ne s'abaissait pas jamais dans la polémique. Si. Il attaquait sur la personne. Il attaquait beaucoup, peut-être plus jeune, peut-être qu'après moins, mais il l'a beaucoup fait, en tout cas également. C'était peut-être le sport de combat de l'époque. C'est peut-être la façon dont ça se passe. Il a analysé sociologiquement d'où parlaient les gens et pourquoi ils disaient ce qu'ils disaient. C'était sa manière, c'était ce qui choquait, ce qui rendait les choses difficiles. Mais effectivement... Oui, parce qu'en fait, il expliquait très souvent, que l'endroit d'où on parlait, on ne pouvait pas s'en détacher. Ce qui était valable pour lui aussi. Et donc, ça avait tendance à... Il ne pouvait pas y avoir de critique acceptable puisque la personne était toujours finalement le reflet de ses propres limites. Ce qui explique aussi pourquoi ça a suscité autant de tensions, parce que c'est une façon de nier tout libre arbitre à la personne et c'est extrêmement violent aussi. Il n'a jamais nié le libre arbitre des personnes, il a toujours réfléchi sur les marges de liberté des individus et justement la notion stratégique a été tellement attaquée, c'est une notion qui visait à retrouver justement une marge d'improvisation aux acteurs sociaux et en même temps sa sociologie elle montre bien qu'effectivement on parle d'où on est et qu'une manière de s'émanciper de ces déterminants sociaux, c'est la réflexivité, c'est de comprendre ces mécanismes et lui-même s'est objectivé. Son dernier cours au Collège de France portait sur sa propre objectivation et par ailleurs sur la réponse aux critiques, si on lit les cours au Collège de France, on peut voir qu'il invitait toujours son auditoire à adresser des questions et il répondait en début de chaque séance aux questions, y compris aux critiques, de manière très respectueuse. C'est-à-dire que dans un débat qui avait les formes du débat intellectuel, du débat scientifique, il était absolument respectueux de ses interlocuteurs et moi j'ai été son élève, j'ai participé à ce séminaire, il pouvait écouter de la même manière des étudiants comme nous étions que des professeurs très hyper diplômés. Oui, et y compris italiens, enfin voilà. Sophie Audugé. Alors, moi, j'avoue que j'ai une grande admiration pour Bourdieu. J'étais très triste quand il est décédé. C'est vrai qu'après, c'est bien aussi de rappeler à tous nos auditeurs qui peuvent aller sur le site du Collège de France et accéder à des cours. Et ça, c'est quand même assez fabuleux puisqu'on peut se replonger dans le contenu des apports de ces grandes personnalités qui étaient au Collège de France. Moi, j'avoue que ça a été une révélation, en fait, de manière très basique, sur l'ouvrage le plus connu qui est Les Héritiers. Je pense aussi que Bourdieu a amené une approche très pragmatique et technique de la sociologie, avec des études documentées, chiffrées, randomisées, ce qui était quand même à l'époque assez novateur. Je pense que ça a été un grand ambassadeur de ce qu'était effectivement l'ascenseur social, dans le sens que l'école publique se devait d'être extrêmement exigeante, notamment pour les enfants qui étaient des milieux les moins favorisés, mais pas favorisés que financièrement. Évidemment, il en parlait, mais aussi culturellement. Je pense qu'il a énormément apporté à la prise de conscience que l'école devait être justement ce lieu où un enfant comme Bourdieu, mais comme Camus, enfin tous ceux qu'on connaît, qui sont des personnes venues de milieux très populaires, qui ont pu, grâce à une instruction de très bonne qualité et avec des instituteurs qui avaient une ambition pour leurs élèves et qui les prenaient tous au même niveau, vraiment d'accéder à des savoirs et donc d'être des acteurs de leur société, de leur monde et de penser le monde. Je pense que Bourdieu a pensé la sociologie. Il y a eu un avant et un après dans la sociologie grâce à Bourdieu. Alors après, effectivement, cette question du déterminisme, on en parlait tout à l'heure avec le Monopoly des inégalités, on peut le prendre d'une manière tout à fait négative et puis aussi on peut le prendre d'une manière positive en disant, voilà, on a la possibilité
possibilité de permettre à des enfants qui viennent de milieux qui n'ont pas accès à la connaissance, pas accès au savoir, qui ne parlent pas la langue française, de leur donner les moyens grâce à une instruction publique de qualité qui se donne les moyens de faire progresser ces enfants, de leur faire aimer le pays dans lequel ils vivent et dans lequel ils vont se construire un avenir demain, de leur donner la meilleure instruction pour qu'ils puissent démontrer et donner leur plein potentiel. Je pense que c'est ce que Bourdieu a réussi à faire avec une école publique au niveau où elle était quand il était petit élève. C'est ce que Camus a réussi à faire aussi. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a quand même un travail intéressant à reprendre sur ce qu'avait fait Bourdieu dans son travail sur les héritiers. Philippe Bilger veut dire un mot, mais très très court. Oui. Très rapide à notre invité, et ça n'est pas ironique du tout, dans un dictionnaire certainement remarquable sur Pierre Bourdieu, est-ce qu'on a le droit d'émettre des réserves sur le sujet qu'on traite? Et deuxième élément rapide, est-ce que les héritiers de Pierre Bourdieu aujourd'hui, les plus connus, ne sont pas le couple Charlot-Pinson? Oui, alors, Gisèle Sapiro. Les réserves, bien sûr. Eh bien, si vous lisez le dictionnaire, vous verrez qu'il intègre absolument les critiques qui ont été faites à la théorie, parfois les réponses qui ont été apportées par Bourdieu lui-même, et parfois des réponses qu'on peut apporter. Mais bien sûr, ça fait partie du débat. Et je voudrais surtout souligner que c'est une théorie qui n'était pas fermée, c'est-à-dire elle visait à étudier le monde social, à donner des outils, des instruments de construction des objets pour comprendre le monde social et on continue à la développer. On n'est pas seulement en train de reproduire, au contraire, on la met à l'épreuve sur des objets nouveaux et on l'affine à partir de ça. D'ailleurs, le nouvel ouvrage qui sort, Microcosme, montre bien cette démarche. Merci beaucoup Gisèle Sapiro, sociologue, directrice d'études à l'EHESS, directrice de recherche à l'Institut européen de sociologie et de sciences politiques et coordinatrice du dictionnaire international Bourdieu publié chez CNRS Éditions, qui a fait un excellent dossier pour les 20 ans de la disparition de Pierre Bourdieu dans l'Éléphant, la revue de culture générale. Tout de suite, notre grand débat. Passe vaccinal, Jean Castex a-t-il forcé la main du Conseil constitutionnel? Eh bien, pour le moment, vous êtes 92% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.